Droit de cité, Romain Meltz avec Patrice Verchères. Patrice Verchères, bonjour. Bonjour. Alors, bon week-end ? Très bon week-end. Ça ne m'étonne pas. On a de la chance parce que vous êtes juste là pour nous en parler de ce week-end et puis de plein d'autres choses. Nous, c'est moi et plein d'étudiantes de l'Université de Lyon 2 en sciences politiques. Bonjour Coralie. Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Patrice Verchères, la parole est à elle et c'est Juliette et Coralie qui commencent. Oui, parmi les 4 cantons de votre circonscription de députés se trouve le canton de l'Arbrel, seul endroit où le PS sort victorieux de ces élections et canton qu'il gagne à la droite. Vous ne vous remettez pas en question en tant que député sur ce canton ? Alors, cela prouve qu'il est nécessaire qu'il y ait une alliance sur ce canton. Je note qu'en 2011, nous avions fait une alliance puisque nous avions soutenu le conseiller général sortant, à l'époque François Baraduc. L'UMP était derrière donc l'UDI. Nous avons proposé une alliance. Comme c'est un binôme, c'était assez simple, un UDI, un UMP. Bon, on n'a pas pu donner suite, donc l'UDI n'a pas donné suite, donc automatiquement nous sommes partis en ordre dispersé et malheureusement le résultat est celui-là. Mais je note quand même que l'alliance aurait permis d'être au second tour et arriver premier sur ce canton. Christophe Guillotot a déclaré « Si on avait fait les choses comme je les avais proposées, on aurait gagné l'Arbrel ». En effet, il n'y a pas eu d'alliance UMP-UDI. Pourquoi ? Alors moi j'ai fait l'alliance UDI et UMP sur Tarare et Thizy-les-Bourgs. Sur l'Arbrel ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'y a pas eu de discussion possible, en sachant que ce nouveau canton de l'Arbrel était partagé entre un conseiller général sortant socialiste sur la partie Saint-Laurent-de-Chémousset et sur la partie de l'Arbrel par un conseiller général sortant UDI. Donc il fallait discuter pour cela, il fallait que chacun puisse faire un pas vers l'autre. Nous étions prêts à bien entendu faire une alliance. Je pense que l'UDI a dû penser que, comme ils étaient sortants, qu'il fallait qu'il y ait 2 UDI candidats et probablement 2 remplaçants UMP. C'était pas notre conception de l'union. Changeons de canton avec vous Juliette. Vous avez vous-même reconnu que la situation du canton de l'Arbrel était prévisible sans union. L'ancrage à droite du canton du Bois-d'Oing a permis d'éviter une situation similaire. Comment expliquez-vous le fait que le Bois-d'Oing soit plus ancré à droite ? Je pense que le Bois-d'Oing, avec les nouvelles communes qui lui ont été rattachées, a permis justement le fait que ce canton soit un peu plus à droite, en sachant que l'Arbrel est une commune importante de ce nouveau canton et qui est depuis 2005, je crois, dans 2001, une mairie socialiste. Donc les 5000 habitants, un peu plus de 5000 habitants de l'Arbrel étaient une force pour la gauche sur ce canton, alors que sur le Bois-d'Oing, il n'y avait pas de communes à gauche importantes. Il y a plein de petites communes qui votent traditionnellement plutôt à droite ou au centre. Et puis je note surtout que mes candidats à UMP ont aussi fait une excellente campagne où tout le monde s'est mobilisé, malgré qu'il y avait également sur ce canton d'autres candidats UDI. Vous dites mes candidats, c'est les vôtres ? C'est ceux que j'ai choisis, oui. Ah, c'est vous qui choisissiez en fait ? Un député choisit sur sa circonscription les candidats qu'il souhaite présenter. Là aussi, j'avais proposé une alliance. L'UDI devait me proposer un candidat homme, moi une candidate femme. Malheureusement, l'UDI a refusé. Ils auraient pu garder une UDI et un UMP. En fin de compte, nous avons 2 UMP sur ce canton et je m'en réjouis. Vous avez oui. Margot ? Donc dans votre circonscription, il y a eu 2 cantons qui ont fait le choix de présenter un binôme UMP-UDI. Donc c'est Thizy-les-Bourgs et Tarare. Pensez-vous que sans cette alliance, le FN serait passé ? Alors le FN serait probablement pas passé, mais par contre, nous serions peut-être pas arrivés en tête sur ces 2 cantons le soir du premier tour, ce qui crée toujours une dynamique, ce qui est important. Donc je note que sur ces 2 cantons, nous avons pu discuter avec nos partenaires de l'UDI qui se trouvaient sur ce canton et que ça a été une réussite. Donc maintenant, il va falloir réfléchir au futur. Margot ? Pas Margot, alors Coralie. En commentant les résultats du second tour des départementales, Nicolas Sarkozy a cité parmi les 3 missions des élus UMP dans leur département la lutte contre l'assistanat. Est-ce qu'il y a de l'assistanat dans votre circonscription ? Il y a des aides pour lesquelles il faut vérifier qu'elles sont ou que les personnes en tout cas qui les perçoivent en ont réellement besoin, ne serait-ce que pour permettre à ceux qui en ont réellement besoin de continuer à les percevoir. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une forme d'assistanat par le biais d'aides qui sont parfois indues, donc il faut vérifier. Je ne pense pas que ça représente énormément, mais c'est toujours ces personnes-là qui sont mis en avant et qui fait monter souvent le Front National parce qu'on
sont les personnes qui travaillent et qui payent beaucoup d'impôts, disent tiens, il y a un tel et un tel, ils profitent de ça, ils gagnent quasiment autant que moi alors que moi je travaille. Donc il faut vérifier que les personnes qui bénéficient des aides, parce que les aides sont là pour justement aider à un moment donné des personnes qui sont en situation précaire, mais c'est pas fait pour maintenir les personnes dans la précarité. Or, il y a des aides, notamment comme le RSA, où on peut se poser la question du maintien dans la précarité des gens qui l'aperçoivent. Margot ? Donc l'assistanat, ça a l'air d'être un thème important à l'UMP. La preuve, Laurent Wauquiez, candidat UMP à la région Rhône-Alpes-Auvergne, a dit en 2011, je cite, « L'assistanat est aujourd'hui l'un des vrais cancers de la société française parce que ça n'encourage pas les gens à reprendre un travail, parce que ça décourage ceux qui travaillent. » Vous êtes d'accord avec Complètement d'accord. Non, je suis complètement d'accord parce que on se rend compte depuis bien longtemps qu'il y a, je crois que les aides à un moment donné ont été détournées au profit de cet assistanat qui crée, entre guillemets, une catégorie de personnes qui deviennent un peu soumis au bon vouloir des collectivités ou de l'État qui les aident. Donc, il y a des aides qui n'aident pas à retrouver justement du travail ou qui n'aident pas à vouloir s'en sortir. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des aides qui permettent justement de dire on vous aide à un moment donné, mais après... Voilà, on vous aide à rentrer dans le travail. Ce qui était l'objectif du RSA au début, et malheureusement, ça n'a pas été une réussite, et je ne regrette pas de ne pas l'avoir voté à l'époque quand j'étais dans la majorité. Vous étiez dans la majorité ? Et j'étais dans la majorité, je me suis abstenu sur le RSA parce que je pensais que c'était une usine à gaz. Alors, on va marquer une pause, éteindre l'usine, entamer une nouvelle usine. On est avec Patrice Verchères, on est dans Droit de Cité. Les programmes, l'équipe, les infos, les annonces emploi, les sorties, les bonnes adresses, vous voulez tout savoir sur Lyon Première, rendez-vous sur le site internet de la radio lyonpremière.com, le site qu'il faut absolument consulter pour vivre Lyon au quotidien, www.lyonpremière.com. Droit de Cité, Romain Meltz avec Patrice Verchères. On est avec vous, Patrice Verchères. Effectivement, alors on parlait du département, des résultats des départementales il y a 2 jours qui sont tombés. Alors on n'a pas fini avec ce sujet. La preuve, Juliette, qui est en face de moi, a une question. Le FN, présent au second tour dans 12 des 13 cantons du Rhône, obtient une moyenne de 31,9% des suffrages exprimés et aucun conseiller, alors qu'avec 35%, l'UMP va en avoir 15. Vous ne trouvez pas que ça donne le sentiment que le système politique exclut les représentants du FN ? Le système politique exclut personne, il permet simplement d'avoir une majorité au bout du bout. Et je crois que si on passe demain à une élection au scrutin proportionnel, c'est le meilleur moyen d'avoir des collectivités qui soient ingérables parce que tout le monde ayant quelques élus. Moi, je suis fondamentalement gaulliste pour la Ve République et pour un scrutin uninominal. Et chacun, la preuve, c'est que le FN arrive à gagner même sur des scrutins uninominaux. Donc, il n'y a pas de raison de vouloir la proportionnelle. Après, à eux de travailler également sur le terrain. Je note que beaucoup de candidats du Front National ne sont pas issus du secteur dans lequel ils se présentent. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'au second tour, il y a des gens qui ne votent pas pour eux parce qu'ils ne les connaissent pas. Enfin, pas voter pour eux, ils ont fait 5000 votes moins que vous. Ils ont peut-être fait 5000 voix moins que nous, mais c'est toujours... Vous en avez 15 ? Ils en auront 0. Vous avez noté quand même la faible participation et une plus faible participation ce dimanche. Et surtout, vous avez pu voir ce dimanche également, parce que là, ça sera intéressant de vérifier sur l'ensemble du département du Rhône, qu'il y a eu beaucoup de personnes de vote blanc et de vote nul. Donc il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas déterminés. Il faudrait regarder en nombre de voix le volume total. Oui, mais enfin, quand même, pour un scrutin majoritaire, c'est quand même un scrutin très majoritaire, ça. Ils ont 33% des votes, ils n'ont aucun représentant. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens disent « Ah bah non, UMPS », enfin des choses comme ça. Enfin, le système paraît complètement verrouillé, là, non, vous croyez pas ? Le système n'est pas verrouillé, simplement, il appartient aux uns aux autres de s'implanter. Moi, je note que si on faisait ça à la proportionnelle, le département serait ingérable, puisque tout le monde aurait il y a 26 élus, il y aurait 10 élus FN, enfin, on va dire 8 élus FN, 10 UMP, 6 ou 7 de gauche, plus 2-3 petits partis. Moi, je souhaite beaucoup de plaisir à la personne pour gérer un département de cette manière-là. Le FN se plaint pas quand il gagne des élections municipales, où ils ont une majorité grâce à ce fonctionnement qui permet d'avoir une prime majoritaire. Alors là, la prime majoritaire dans les municipales est quand même beaucoup moins forte que celle des départementales. C'est vrai, mais c'est un scrutin uninominal. Là, il faudrait faire un scrutin de liste. Et si on passe à un scrutin de liste, parce que ça serait qu'un scrutin de liste pour le coup, qui rendrait possible cette affaire-là. On pourrait changer les circonscriptions, enfin les cantons. Oui, donc un scrutin de liste, ça voudrait dire que beaucoup
beaucoup de secteurs ruraux seraient plus représentés ou très peu représentés. Parlons de la ruralité et de l'urbanité avec vous, Coralie. Donc vous êtes élu de la 8e circonscription du Rhône, dont les territoires sont avant tout périurbains et ruraux. Vous avez lancé un appel avec une 50aine de parlementaires à ce propos, et sur la campagne laissée à l'abandon. Que proposez-vous pour lutter contre cette sensation qu'ont les habitants du monde rural d'être des laissés pour compte ? Eh bien déjà, je pense qu'il faut aider un peu plus financièrement le monde rural. Je pense que le monde rural, depuis une trentaine d'années, a été un peu abandonné par les pouvoirs publics, d'ailleurs des partis de droite ou de gauche. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de travail au niveau des banlieues, mais si on avait consacré un certain pourcentage de ce qui a été mis dans les banlieues à juste titre, au monde rural également, je pense qu'on n'en serait pas là sur les infrastructures dans le monde rural. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous manque réellement, c'est vraiment la DATAR, une vraie DATAR, c'est-à-dire une délégation administrative de l'aménagement du territoire qui permettrait justement d'avoir une vision globale de notre pays, notamment au niveau rural. Aujourd'hui, on n'a plus ce cadre qui existait à l'époque, je ne veux pas revenir dans le passé, mais dans le passé, on avait des cadres sur 5-6 ans où il fallait diriger un certain nombre de moyens financiers, aussi bien de routes, de trains. En fait, une forme de planification. Oui. Pour un gaulliste Je vous rappelle que le général de Gaulle, à l'époque de la data, il y avait une planification. Oui, c'est vrai. En fait, vous êtes un gaulliste. Pas seulement un gaulliste d'ailleurs. Juliette ? Avec 15 000 euros sur les 141 500 euros de votre réserve parlementaire allouée à des organismes d'enseignement religieux ou liés à l'Église catholique, vous êtes le député du Rhône qui a le plus financé l'éducation catholique. En plus du financement des écoles catholiques, vous êtes intervenu au collège Saint-André de Tarare le 5 mars pour rencontrer les élèves de 3e. Pourquoi ce choix personnel de favoriser l'enseignement privé plutôt que l'école publique ? Je favorise les deux. Simplement, je note que les petites écoles privées, si elles veulent survivre, ont besoin d'être un peu aidées, notamment dans la mise aux normes. Les écoles publiques ont l'aide des communes pour leur investissement, les écoles privées non. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait le choix entre école publique et école privée, et donc j'ai aidé l'année dernière un peu plus ces écoles privées, parce que vous savez que la loi sur le handicap, notamment l'accessibilité, leur donnait jusqu'à 2015, bon ça a été un peu repoussé aujourd'hui, pour se mettre aux normes, donc j'ai financé un certain nombre, c'est pas une très grosse somme non plus, mais un certain nombre de petites écoles privées dans nos campagnes du secteur de Tarare et de l'Arbrel notamment, et je pense que j'aurais été utile, mais je dis bien, alors par contre, je suis intervenu à Saint-André simplement parce que j'étais invité, mais quand je suis invité à un collège public, j'y vais aussi, à des écoles publiques. Je fais pas que le collège Saint-André, je fais pas que les écoles privées. Je vais être partout où on m'invite. Oui, vous êtes à Lyon Première, qui est pas spécialement privé. Voilà. Si, c'est privé. Ah oui, d'ailleurs, c'est privé. Coralie. Le lundi 16 mars, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, a annoncé la suppression des menus de substitution sans porc. Cette décision sera effective dès la rentrée prochaine. Cependant, elle cause déjà débat au sein de la sphère politique. Si la ministre de l'Éducation, Mme Nadjo Vallaud-Belkacem, critique cette décision, une grande partie de l'UMP la soutient. En tant que membre de l'UMP, comment vous positionnez-vous par rapport à cette question sur le principe de laïcité ? Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de repères et de retrouver un peu une forme de... On doit avoir un débat sur notre identité, entre guillemets. Je crois qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il y avait dans beaucoup de communes des repas de substitution, qu'il y avait du porc, par exemple, et tout le monde trouvait ça normal. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on sent de la part de personnes issues, notamment qui ont pour religion l'islam, une volonté un petit peu plus de se montrer, entre guillemets, de pas vivre leur religion à titre privé. Et donc, je suppose qu'il a dû avoir des problèmes sur sa commune et il a donc décidé de plus faire de repas de substitution à ce niveau-là. Mais je note que si on se met à faire des repas de substitution pour les musulmans qui avaient du porc, il faut donc mettre pour les catholiques le vendredi du poisson, ou en tout cas une substitution à la viande le vendredi. Pour les végétariens également, pas mettre... voilà, non mais on arrive à un moment donné où ça complique. L'essentiel, c'est que l'enfant puisse manger. Hein, donc, si on en est là. Voilà. Donc, moi, franchement, à titre personnel, sur ma commune, il y a des plateaux de substitution. J'y vois pas d'inconvénient. À partir du moment que les personnes n'en font pas une revendication publique, voilà, ça doit se faire naturellement. Discrètement. Pas discrètement, mais naturellement. Je veux dire, je suis pas sûr que ça soit le débat qu'attendent les Français là-dessus. Voilà. Bon, je serais plus sur le débat sur la viande halal. Ah bah non, on va pas avoir le temps de faire celui-là, mais on va revenir et on va faire un autre débat sur la sécurité et la vie privée. Lyon Première Info, une semaine à Lyon,
Wilfried Delacour. Je vous retrouve tous les samedis et dimanches à 8h30, 11h30 et 13h30 pour passer en revue l'actualité politique, économique et culturelle d'une semaine à Lyon. À bientôt sur l'antenne. Droit de cité, Romain Meltz avec Patrice Vercher. Il est avec nous, on a beaucoup parlé de l'Arbrel et d'autres cantons qui sont pas bien connus, c'est vrai, mais grâce à vous, Patrice Vercher, on a fait une petite balade dans cette campagne verdoyante. Mais maintenant... Tout le monde est bienvenu. Oui, enfin bon, faut avoir le moral. On va maintenant quitter ces rivages verdoyants pour monter à Paris et poser plein de questions sur un autre aspect dramatique qui est la lutte contre le terrorisme. Et Margot a une première question. Donc en septembre dernier, dans une interview, vous avez dit, je cite, « La banlieue de Lyon a toujours été pour les djihadistes, du moins pour les islamistes, une plaque tournante depuis bien longtemps », fin de citation. Pourquoi ? Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité. Il y a eu, depuis les années 90, un certain nombre d'arrestations. Il y a eu même des événements, Khaled Kelkal, qui était originaire de Lyon. Il y a toujours eu, sur Lyon, en effet, une plaque tournante du djihadisme, en tout cas du terrorisme islamiste. Je suppose que Lyon, avec sa banlieue, est située entre Paris et Marseille. Je pense que ça doit aider aussi aux échanges. Voilà, donc j'ai pas d'idée dessus, pour quelles raisons, mais en tout cas, c'est une réalité. Et une plaque tournante, pour vous, c'est un soutien ? C'est du soutien, c'est aussi de l'action, hein, puisqu'il y en a qui sont passés à l'acte. On en a même retrouvé à l'époque qui avaient été arrêtés quand ils étaient en Afghanistan, notamment. Certains ont été à Guantanamo. Voilà, bon, c'est une réalité. Voilà. Bah justement, Guantanamo, Coralie. Donc oui, Mouran Benchelali, originaire de Vénissieux, a été emprisonné entre 2002 et 2004 sans jugement ni poursuite à Guantanamo pour être parti en Afghanistan dans un camp d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, il déclare s'être fait embrigader par son frère mais ne se revendique pas terroriste. Comment savoir s'il était vraiment une menace ? Aller en Afghanistan, autant on peut venir sur l'Arbrel Tarare en villégiature, je suis pas sûr qu'on aille en Afghanistan en villégiature. Donc s'il s'y est rendu, c'était fort probablement pour pratiquer, en tout cas pour être militaire, ou en tout cas pour faire le combat avec les djihadistes de là-bas, hein. Mais ça peut pas être un hasard. Vous pouvez pas dire juste Lyon est entre Marseille et Paris. C'est pour ça qu'on a une plaque tournante du terrorisme. Non, il faudrait savoir un peu plus. Enfin, c'est presque votre circonscription. Je suis pas membre des services de renseignement. Enfin, pratiquement. Il y a probablement des raisons de fond. Il y a peut-être et sûrement quelques mosquées peut-être cachées avec des personnes qui font du prosélytisme. D'où la nécessité probablement d'avoir des lieux de culte visibles et non pas des lieux de culte qui peuvent être dans les caves avec des gens qui s'autoproclament comme imams et qui en fin de compte font du prosélytisme. Voilà. Ah oui, alors contre ça vous avez une solution et d'ailleurs Juliette va vous en parler. Dans une interview avec Lyon Capital, vous évoquez le programme de déradicalisation mis en place au Danemark, c'est-à-dire un repérage dès la primaire des enfants qui ont des tendances radicales pour mettre en place un suivi psychologique. Pensez-vous qu'il faudrait faire pareil en France ? Je pense que nous sommes rendus avec la mission parlementaire sur les filières djihadistes donc à Copenhague au moment où il venait d'avoir les attentats. Donc au Danemark, ils ont un programme de déradicalisation. C'est vrai qu'il y a un repérage le plus tôt possible de personnes qui pourraient être susceptibles de passer à l'acte plus tard. Souvent parce que les parents font du prosélytisme et l'enfant peut être également soumis à cette forme de terrorisme intellectuel avant peut-être demain de passer à du terrorisme plus réel. Donc au Danemark, ils ont un système de repérage. Il y a un vrai travail entre l'éducation qui, pour le coup, n'est pas nationale mais locale et la police. Alors en France, c'est plus compliqué de faire travailler tous les services sociaux, la police et tout ça. Mais ils sont pas sous une forme répressive. Hein. C'est vraiment de la prévention. Donc c'est pour ça que ça marche. D'ailleurs, la police n'est pas là pour. La police n'est pas là pour faire de la répression, mais vraiment avec les services sociaux de savoir pourquoi l'enfant tient certains propos et essayer de trouver des solutions avec la nomination d'un tuteur qui permet de suivre non seulement l'enfant mais aussi la famille et essayer justement de faire comprendre qu'ils ont tort et qu'ils sont les bienvenus s'ils s'intègrent mais qu'ils ne peuvent pas tenir certains propos. Patrice Vercher, vous dites c'est pour ça que ça marche, mais enfin on n'a aucune idée du fait de savoir si ça marche vraiment. La preuve c'est qu'il y a eu des attentats, il n'y a jamais de bonne solution, il n'y a jamais la solution, mais c'est une des solutions
solution. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Il y a des solutions. Celle-ci est une solution. Je sais pas si elle est en France possible d'être mise en application, mais toujours est-il que c'était intéressant de voir ce système de tutorat qu'il existe. Je pense qu'on peut le mettre en place justement parce que c'est aussi un manque de dialogue. Parfois, les gens se font embrigader parce qu'il y a un manque de dialogue. Donc, quand on repère quelqu'un qui tient des propos très hargneux vis-à-vis de l'Occident et qui prétend faire demain peut-être le djihad, en tout cas, s'il a 8 ans, non, pas 8 ans, mais 15 ans, 20 ans. Mais non, mais par contre, ça prouve quand même que les parents sont peut-être fautifs dans cette affaire-là. Donc, c'est peut-être les parents. Il a regardé un épisode de Homeland et qu'il n'a pas tout compris. Ça prouve rien du tout. Bon, oui, comme quoi, s'il n'a pas tout compris, ça vaut le coup de lui expliquer qu'il n'a pas compris et de lui expliquer. Alors, c'est vrai que c'est un plus petit pays, c'est plus facile tout ça. Mais bon, jamais y arriver. Heureusement, on a d'autres solutions et Margot a une idée. J'ai pas dit que c'était la solution. Hein. Non, je sais. C'est une solution. C'est bien que vous l'ayez reconnu que c'était absolument pas bon. Allez-y, vous avez une autre solution. On savait déjà qu'il fallait sanctionner par le non-versement des allocations familiales les parents dont les enfants sèchent l'école. Mais maintenant, Alain Marceau et Thierry Mariani, donc vos collègues UMP, veulent sanctionner les familles dont les membres sont partis faire le djihad par la suppression de leurs allocations familiales. Vous pensez vraiment que les allocations familiales, ça peut régler Non, mais enfin, si vous trouvez normal que des personnes qui sont parties au djihad continuent à percevoir les allocations familiales, moi, ça me choque. On a même vu au Mali des gens qui combattaient contre l'armée française, qui venaient soutenir l'armée régulière malienne, avec des kits Pôle emploi pour être rémunérés par Pôle emploi en France. Donc, attendez, je vais vous dire quelque chose que vous connaissez peut-être pas vous-même, alors que vous êtes passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quand les Américains ont débarqué en Amérique du Nord, il y avait l'armée de Vichy, qui était en Amérique du Nord. En Afrique du Nord. Quand l'Amérique a débarqué en Afrique du Nord, l'armée de Vichy était là, elle a continué à être payée par Vichy, alors même qu'elle s'était ralliée aux Américains. Donc je vois pas pourquoi ça vous choque et qu'on peut continuer à verser des allocations familiales. Ah ben, ça n'a rien à voir. Ok, ça n'a rien à voir. Coralie. Vous avez affirmé, je cite, « La loi antiterroriste Cazeneuve que j'ai votée est utile, mais elle ne révolutionne rien. Il faut aller plus loin que ce qui a été fait. Pensez-vous que les récents événements doivent amener la France à changer sa vision actuelle sur le terrorisme ?» Oui, je pense que le gouvernement, avec le projet de loi qui va arriver sur le renseignement, a bien pris la mesure de ces événements-là. Mais je pense qu'en effet, il faut aller plus loin dans la lutte contre les terrorismes et donner plus de moyens, ce qui va être fait par ce projet de loi sur le renseignement, mais aussi au niveau judiciaire. Il faut, je pense, aller plus loin, notamment avec la création de prison, en tout cas à l'intérieur de prison, de bâtiments spécifiques pour les gens qui sont particulièrement dangereux au niveau du terrorisme et du djihadisme, parce qu'il faut savoir quand même qu'une partie de nos prisons françaises, voilà, c'est assez, on va dire, c'est assez perfectible entre les uns et les autres, quoi. On va revenir sur cette question de la loi sur le renseignement. Elle va être discutée très bientôt en séance plénière à l'Assemblée nationale. Vous êtes l'inspirateur, un des inspirateurs. On marque une pause, on se retrouve avec vous, Patrice Verchères. Salut à tous, c'est Céline Acoste et je vous retrouve tous les samedis et tous les dimanches avec grand plaisir entre 9h et midi pour les matinales du week-end sur Lyon Première. Au programme, info, reportage, bon plan, évidemment, bonne humeur, il va sans dire, sans oublier une bonne dose de cadeaux et de musique. 3 heures ensemble pour dynamiser vos matinées et vous évader le temps d'un week-end. Alors je vous retrouve très très vite sur Lyon Première. Droit de citer, Romain Meltz avec Patrice Verchères. Dernier créneau avec vous, Patrice Verchères, et pourtant on a plein de questions encore à vous poser, on va aller vite, et vous allez nous répondre tout à côté, parce que tout ça c'est secret. C'est Juliette qui commence. Vous étiez membre de la commission des forces armées. Dans l'imaginaire populaire, on a tendance à penser que cela correspond à des opérations secrètes et illégales pour maintenir la paix. Est-ce que cela se passe comme ça dans la vraie vie ? Alors, je suis membre de la commission des lois, je suis membre de manière irrégulière de la commission des défenses sur certains sujets, mais sur les forces armées, je ne comprends pas en fait la question. Je ne sais pas, est-ce que le Parlement... Oui. Est accepté quand il fait son travail de parlementaire et qui veut aussi jeter son regard sur ce qui se passe dans cet endroit totalement secret, totalement administratif, totalement exécutif que sont la DGSE et les autres services secrets. Alors, est-ce que là il y a de la souveraineté populaire qui s'exerce ou pas ? Alors dans la 5e République, c'est l'exécutif
qui a complètement le pouvoir de décision au niveau des forces de sécurité, des forces armées et des services de renseignement. Néanmoins, depuis Nicolas Sarkozy, il a été créé une délégation parlementaire au renseignement qui, eux, sont soumis au secret défense et peuvent demander un certain nombre d'éléments. Donc il y a des parlementaires, l'UMP, moi j'en suis pas membre, et c'est eux qui sont chargés au niveau parlementaire de vérifier la bonne utilisation bien des fonds, notamment utilisés par nos forces armées, nos forces spéciales, et ainsi que tout ce qui touche aux services de renseignement. Donc ça veut dire qu'avant cette commission, personne de l'Assemblée nationale ne jetait un coup d'œil sur l'utilisation du budget? Bien, c'est un budget qui est voté globalement. Oui, globalement. En plus, à l'époque, vous savez qu'il y a une nécessité aussi d'avoir un peu de liquide. Donc là, avant, je pense pas que ça existait de cette manière-là, d'où probablement des dérives dans les années 80 et 90. D'ailleurs, il y avait eu déjà une première législation sous Michel Rocard, et ensuite c'est Nicolas Sarkozy qui a aussi remis un peu d'ordre là-dedans. Et les politiques s'y intéressent depuis maintenant 6-7 ans, mais pendant très longtemps, c'est vrai que c'était le précaré de l'exécutif. Incroyable. On a encore des questions. Margot. Vous avez été membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés. Les services secrets, par définition, ils n'aiment pas être en lumière, et votre commission sert à ça. Vous avez pu changer des choses quand même? Ah, tout à fait. Donc il y avait certaines auditions qui étaient à huis clos. Et si vous regardez les différents rapports, il y a des rapports où il y a quelques lignes qui sont, on va dire, cachées. Ah, comme dans les rapports sur la CIA? Tout à fait. Notamment sur un certain nombre de chiffres qui doivent être tenus secrets. Sur la présence de nos militaires, sur le nombre de personnes à DGSE, voilà, sur un certain nombre de choses qui sont masquées. Vous lisez un rapport où il y a quelques phrases qui sont un peu difficiles à lire, puisqu'il y a des choses masquées. Ah, vous voyez que ça ressemble à Homeland, votre vie. Coralie. Le projet de loi relatif au renseignement devrait bientôt arriver en discussion devant l'Assemblée. Apparemment, l'effet de ce projet de loi va être d'élargir sensiblement la capacité de l'État, du gouvernement, du Premier ministre à écouter les gens et leur téléphone sans même rapport avec le terrorisme ou le crime organisé. Vous êtes bien consciente de ce que vous faites ? Alors je pense que vous avez mal lu, puisque on va écouter. Elle lit très mal, cette Coralie. Et on va surtout travailler sur les personnes qui sont un risque pour notre pays, et donc c'est essentiellement sur les terroristes que cette loi est tournée. Vous savez, on n'a pas les moyens d'écouter tout le monde, et franchement, la conversation que peuvent avoir, ou les échanges de SMS que peuvent avoir les Français entre eux, je suis pas sûr que ça soit bien utile à régler les problèmes de terrorisme. Donc non, je pense qu'il faut pas être inquiet. Voilà, il y a des nouvelles technologies qui vont être mises en place, enfin en tout cas que nos services vont pouvoir utiliser, et je pense que c'est une bonne chose si nous voulons être efficaces pour lutter contre la menace djihadiste, notamment. Margot. Philippe Meunier a rédigé une proposition de loi visant à inscrire un nouveau crime d'indignité nationale pour les Français qui utilisent leurs armes contre la police. Plein de vos collègues députés du Rhône se sont associés à cette proposition de loi, mais pas vous. Pourquoi ? Si je suis associé, je suis même l'orateur du groupe. Mais vous n'êtes pas sur la liste? Alors là, c'est possible, mais je suis l'orateur du groupe. D'ailleurs, j'ai été l'orateur du groupe UMP également. Je serai donc jeudi, et je serai l'orateur du groupe jeudi matin du groupe UMP, et je l'ai été déjà au mois de décembre. Alors, il est possible, comme il y a eu un dépôt à nouveau de la proposition de loi, il est possible que dans l'urgence, ils ont fait signer ceux qui étaient sur place au moment où on l'a déposé. Ça, c'est possible. Ah oui, il y a Dominique Nachury, par exemple. C'est possible. Et pas vous. Bon, en tout cas, je vais la défendre. Vous allez la défendre, mais je croyais que c'était fichu. Non ? Pourquoi c'est fichu ? Elle est en première page du site de l'Assemblée nationale. Elle sera discutée jeudi matin dans l'hémicycle. Alors, je ne sais pas si elle est foutue. En tout cas, on va faire en sorte qu'elle puisse passer. C'est quoi un crime d'indignité nationale ? On a vraiment besoin de ça en ce moment ? C'est du symbolique. Ah, c'est du symbolique. Mais le symbolique compte beaucoup. Oh. C'est parce que vous n'avez pas dit toute la loi, puisqu'il y a l'indignité nationale, mais il y a aussi la perte de nationalité pour celles et ceux qui portent les armes et qui ont la double nationalité. Par contre, le Français qui n'a pas la double nationalité, eh bien, c'est l'indignité nationale. C'est quoi ça, l'indignité nationale ? L'interdiction de devenir fonctionnaire, de passer les concours, d'avoir des aides. Il y a de la prison possible derrière, bien sûr. Mais c'est pour un Français qui tirerait sur un policier ? Non, sur des Français qui porteraient les armes contre l'armée française sur les théâtres d'opération. Cela risquerait de ne plus pouvoir devenir fonctionnaire.
non seulement risquerait la prison essentiellement, mais il y a un certain nombre de dispositifs sur la dégradation nationale. Il y a le fait de ne plus venir de fonctionnaire, de perdre ses droits civiques. Voilà, il y a un certain nombre de dispositions législatives qui leur interdit de faire un certain nombre de choses. Eh bien écoutez, alors puisque vous avez encore à défendre cette proposition, bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Patrice Verchères. Merci à Lyon Première. De tout ça dans cette émission. À ces demoiselles étudiantes. Absolument, les étudiantes, merci. Je vous remercie aussi de m'avoir beaucoup aidé à préparer